Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Baba, votre expert AdWords Analytics. Je suis en charge de la formation des agences membres du programme Google Partners. Ce programme destiné aux agences vous permet de bénéficier de façon régulière de formations sur les produits et supports publicitaires Google, mais aussi sur la solution de mesure d'audience Analytics. Nous continuons la série découverte et nous vous présentons aujourd'hui le réseau display. Ces formations sont disponibles, bien entendu, sur le site réservé aux agences Google Partners, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver en fait toutes les vidéos de formation qui concernent des sujets autour des produits et solutions publicitaires Google sur le site de la formation. Dans la continuité de cette série que j'ai le privilège de vous présenter, nous abordons aujourd'hui le réseau display. Nous parlerons dans un premier temps de l'inventaire du réseau display de Google, les principales tendances du marché français. Nous allons vous montrer aussi comment créer votre campagne display. Nous parlerons du choix du ciblage, des différents formats d'annonces qui peuvent exister en display, mais aussi nous vous montrerons quels sont les indicateurs, les principaux éléments de mesure à surveiller, et nous y ajouterons bien entendu quelques astuces pour vous aider à optimiser vos campagnes dès leur lancement. Le réseau display chez Google. En fait, il s'agit d'un écosystème qui va comporter un ensemble d'emplacements. On parle aujourd'hui de plus de 2 millions d'emplacements à travers le monde. Et ces emplacements sont divers et variés. Quand on parle du réseau display de Google, c'est cette partie du réseau Internet qui, au-delà de la page de recherche Google que vous connaissez tous, cette fameuse page blanche et vierge, à partir de laquelle vous pouvez effectuer vos recherches, au-delà de cette page, en fait, dès lors que vous commencez à naviguer à travers des sites Internet, vous retrouvez des contenus publicitaires. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle du réseau display, donc du réseau d'affichage de Google. Il y a des millions de sites qui sont partenaires Google, qui vont donc diffuser des annonces pertinentes. Il y a des vidéos qui peuvent aussi héberger vos publicités, et vos publicités vidéo peuvent aussi être hébergées sur des sites web. Il y a des applications. Aujourd'hui, une bonne partie des applications se font rémunérer grâce à la publicité sur Google. Vous avez Gmail, la messagerie, Google, YouTube, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peut héberger à la fois des annonces display, des annonces vidéo aussi. Donc, YouTube peut aussi bien héberger des bannières publicitaires que des contenus vidéo. Blogger, la solution de blogging de Google, Google Finance et Google Maps, qui aussi appartiennent à Google. Autant d'emplacements qui aujourd'hui hébergent votre contenu publicitaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau display est important aujourd'hui en France, dans la mesure où on ne passe pas la totalité de notre temps sur le réseau de recherche. Alors, pour vous expliquer un peu plus en détail, quand un internaute aujourd'hui passe 100 minutes sur Internet, il a passé 5 minutes seulement sur la page de recherche Google. 95% du temps, les internautes sont ailleurs que sur la homepage de Google, qui est la fameuse page blanche et vierge google.fr en France. Au-delà de ces pages, on tape des mots-clés sur la page d'accueil de Google, on arrive sur un site internet et puis on navigue d'un site à un autre. Cette navigation, en fait, qui passe d'un site à un autre, permet aux internautes d'arriver sur des millions d'emplacements potentiels. Et Google, en fait, s'appuie sur ces emplacements avec des options de ciblage robustes, vous permet de diffuser vos annonces sur des formats différents. Ces formats d'annonces, aujourd'hui, Google en simplifie la création, notamment au sein de l'outil de gestion des campagnes publicitaires qui est AdWords. Nous verrons plus tard comment est-ce qu'on peut créer des campagnes, des annonces publicitaires display. Faire de la publicité aujourd'hui, c'est faire du search. Mais au-delà du search, il faut aussi faire du display dans la mesure où les internautes ne passent pas leur temps à faire des recherches. On peut avoir un produit que l'on souhaite promouvoir, mais qui n'est pas encore connu. Donc, pour que les internautes en fassent la recherche, encore faudrait-il qu'ils en sachent, qu'ils en connaissent en tout cas l'existence.
quand on ne sait pas que votre produit ou votre service existe, eh bien, on ne va pas le rechercher. La meilleure solution dans ce cas-là pour vous faire connaître, eh bien, c'est de faire de la publicité display, de la publicité par l'affichage. C'est-à-dire proposer des annonces publicitaires auprès d'un public qui est susceptible d'être intéressé par votre contenu. Le réseau display de Google, c'est plusieurs modes de facturation aussi. Étant donné que AdWords fonctionne avec un système d'enchères, vous avez la possibilité de choisir des modèles de facturation qui peuvent répondre de façon idéale à votre besoin. Premier exemple, le CPM. Alors, je souhaite me faire connaître, je souhaite avoir de la visibilité. En tant qu'agence, lorsque je viens vous voir et je vous expose ce problème, vous devez tout de suite comprendre qu'en fait, les clics ne sont pas ma priorité. En fait. Les visites sur mon site internet ne sont pas ma priorité. La priorité, c'est que déjà, les internautes soient au courant de mon existence, l'existence du produit, du service, de la marque. Et à partir de ce moment-là, c'est l'exposition à la marque qui est primordiale. Et c'est dans ce cadre, en fait, que le CPM, le système d'enchères du coût par 1000 impressions, devient intéressant. En fait, vous fixez un montant maximal pour 1000 impressions que vous proposez à Google. Et ce montant maximal pour 1000 impressions, en fait, permet directement au contenu d'être mis en avant et vous n'êtes facturé que lorsque vous avez atteint les 1000 impressions. Par exemple, je dis à Google, je suis prêt à payer 10 € pour 1000 impressions. Très bien. Ma publicité sera diffusée auprès du public que j'ai ciblé et je suis facturé pour 10 € au bout de 1000 impressions. Bien entendu, Google essaie de me trouver des emplacements qui vont répondre en fait en termes de coût à mon budget. Peu importe que les internautes cliquent sur mes annonces ou pas, dès lors que je suis visible, je suis facturé au bout de 1000 impressions. Autre modèle de facturation, le CPC. Il s'agit du coût par clic. En fait, pour ce fonctionnement, on doit le privilégier lorsque les clics sont la priorité. Lorsque je suppose, ou bien lorsque je souhaite que les internautes visitent mon site internet après avoir vu ma publicité, eh bien, je peux choisir ce mode de facturation. Je ne serai facturé que pour les clics qui ont effectivement dirigé les internautes vers mon site internet. Donc, peu importe le nombre d'impressions, donc c'est-à-dire l'exposition à la marque, à mon contenu publicitaire, ce qui va compter le plus ici, en fait, c'est le fait que les internautes viennent sur mon site internet. Donc, je viens vous voir en tant qu'agence et vous allez me proposer le modèle de facturation au CPC pour faire de la publicité display. On estime le montant que je suis prêt à payer pour chaque visite sur mon site internet. Et dès lors qu'en fait, cette enchère est suffisamment compétitive pour que je remporte l'emplacement, parce que gardez à l'esprit que les emplacements des différents sites qui sont partenaires de Google et qui hébergent la publicité ensuite sont concurrentiels. Donc, si mon enchère me permet d'être suffisamment compétitif, eh bien, ma publicité est diffusée. Et si l'internaute ne clique pas pour venir sur mon site internet, eh bien, je ne suis pas facturé. Donc, j'ai gagné de la visibilité sans pour autant être facturé. Je ne suis facturé que lorsqu'en fait, les internautes ont cliqué sur la publicité pour venir sur mon site internet. Le réseau display de Google, vous avez aussi un modèle de facturation au coût par acquisition. En fait, il se base celui-ci sur le CPC, sur le coût par clic. Le coût par acquisition, en fait, est un modèle de facturation qui est adapté à ces annonceurs qui ont un système de comptabilité des conversions, qui ont mis en place un système qui leur permet de mesurer les actions qui sont importantes pour leur activité. Une conversion, je le rappelle, cela peut être une vente, une inscription, un remplissage de formulaire, une demande de catalogue, une demande de devis. En fait, toute action susceptible d'être bénéfique à votre business, sur Internet, bien entendu. Alors, je vends des chaussures. Je sais que j'ai à peu près 10 € de marge par paire de chaussures vendues. Étant donné que j'ai 10 € de marge par paire de chaussures vendues, je ne souhaite pas payer plus de 3 € de publicité par paire de chaussures vendues. Donc, je vais fixer un coût par acquisition de 3 € à Google en disant, voilà, je souhaite avoir des clients, j'ai assez vendu de chaussures, j'ai suffisamment d'historique pour que Google puisse proposer cette fonctionnalité. Bien entendu, il faut avoir déjà fait des ventes ou des conversions dans le passé pour que Google puisse avoir un historique sur lequel s'appuyer et faire des projections.
Et dans la limite de mon budget, je souhaite en fait ne pas payer plus de X euros l'acquisition d'un client. Le système va automatiquement ajuster les enchères et aller chercher en fait des conversions dans la limite que vous avez fixée. Donc, dans l'ensemble, le système va tenter de maintenir un coût par conversion égal au coût par acquisition que j'ai fixé. Ce qui veut dire que certains achats, certains clients peuvent me coûter plus cher, d'autres moins cher. Et au global, en fait, dans ce mix, Google essaie de trouver la moyenne, en fait. Si une conversion m'a coûté très cher, la prochaine, on va essayer de la payer moins cher. Si une conversion m'a coûté moins cher, la prochaine, on pourra se permettre de la payer un peu plus cher. L'idée, c'est au global d'arriver, en fait, au coût par acquisition cible que j'ai fixé. Nous en venons maintenant aux tendances en France. Le marché publicitaire du display, aussi bien que le marché du search, ont connu une croissance cette année. Alors, le display, quant à lui, a connu une plus haute croissance par rapport au search. Le search domine encore le marché. Comme vous le voyez en termes d'investissement à l'écran, 56% des investissements se font sur le search. Mais le display connaît une croissance beaucoup plus grande. Et les années passées, en fait, on ne dépassait pas le milliard investi. En 2015, le display a pu dépasser le milliard investis en France. Et il représente 33% du mix digital aujourd'hui. Donc le display devient de plus en plus important. Le search a une croissance certes, mais moins visible ou bien moins forte que le display. Ce qui montre encore une fois que le display, sous tous les formats, sous tous les appareils, avec tous les modes de facturation qui existent aujourd'hui, devient aujourd'hui prépondérant dans la part des investissements des principaux acteurs publicitaires en France. Pour 2016, on devrait continuer à connaître une forte croissance du mobile et de la publicité programmatique. Qu'est-ce que le programmatique? C'est cette publicité automatisée, en fait, qui permet de diffuser la bonne publicité auprès de la bonne audience au bon moment. Cette croissance du display dont je viens de vous parler s'est accélérée en 2015, notamment par le mobile, le programmatique, la vidéo et même le social. Aujourd'hui, le display continue à croître et nous avons espoir qu'en 2016, la tendance va continuer. Il est temps que les annonceurs, donc vos clients, comprennent les enjeux du display et que vous puissiez les accompagner justement à mettre en place des campagnes display optimales pour répondre au mieux à leurs besoins de notoriété, de conversion parfois, ou tout simplement directement à leurs besoins de communication pour atteindre des objectifs de chiffre d'affaires, certainement s'ils sont dans le secteur e-commerce par exemple. Le mobile poursuit aussi sa forte progression. Il tire aujourd'hui le display. On garde à l'esprit aussi que même si on fait de la publicité display, l'ordinateur, donc le desktop, aussi bien que le mobile, sont importants. Le mobile aujourd'hui connaît une forte croissance. Aux États-Unis, on en est arrivé à une requête sur 2 qui se fait sur le mobile. En France, on est encore à une requête sur 3. Une tendance à la hausse tous les mois. Donc, on devrait peut-être rattraper les États-Unis sous peu. On garde à l'esprit aussi que faire de la publicité aujourd'hui en display et se couper du mobile, c'est de se couper à peu près de 6 internautes sur 10. Le display commence à représenter une part très importante du mobile aujourd'hui. On en revient à l'achat programmatique. Alors, beaucoup d'acteurs existent sur le marché. La technologie de Google est particulière en ce sens où Google a à sa disposition un vaste écosystème. En fait, la publicité programmatique, donc l'achat programmatique, c'est une technologie qui vous permet, à partir des informations de mesure d'audience et de différents signaux captés par Google, de pouvoir proposer en temps réel, quel que soit l'écran, quel que soit l'internaute, la meilleure publicité possible. Le consommateur français aujourd'hui est connecté en permanence.
il n'est intéressé que par la publicité qui lui parle effectivement, et il est engagé uniquement lorsque la publicité lui a été proposée dans le contexte idéal. L'achat programmatique aujourd'hui pousse le display dans la mesure où on arrive à capter des signaux qui nous font comprendre aujourd'hui que tel internaute a eu tel parcours de navigation dans le passé, a tel centre d'intérêt, a déjà visité votre site internet ou pas, il est plutôt sur tel device, donc sur tel appareil, et en ce moment M, voici le type de contenu qui pourrait l'intéresser. Donc, dans le lot de publicité que vous avez soumis à Google, Google choisit le meilleur message publicitaire qui répondra au mieux à cet internaute. On vous encourage vivement à rejoindre le mouvement de la publicité programmatique, notamment sur le Google Display Network, qui fonctionne déjà avec le système de la publicité programmatique, parce que vous avez la possibilité, quel que soit le type d'appareil, quel que soit le profil de l'internaute, de présenter, en fait, vous avez la possibilité de présenter à votre audience, à vos clients potentiels, le meilleur contenu possible, mais aussi et surtout, vous avez la possibilité de mesurer en temps réel l'efficacité de vos actions de communication, de vos actions de publicité, et de les adapter au fur et à mesure. Je m'explique. Si un internaute a visité votre site internet sur son mobile dans un premier temps, et qu'il continue son parcours un peu plus tard dans la journée sur un écran d'ordinateur, le système est capable de comprendre qu'il a changé d'écran, mais que c'est le même internaute, et que le contenu qu'il a vu tout à l'heure l'a intéressé parce qu'il a eu un comportement qui montre que cela l'intéresse. Et on va lui présenter la meilleure publicité possible sur cet écran afin de l'inciter à venir sur votre site internet et à accomplir l'action que vous souhaitez. Les inventaires sont de qualité. Google se réserve en tout cas le droit d'exclure des sites internet qui ne sont pas qualitatifs en termes de contenu. Vos publicités sont donc visibles sur les sites avec un contenu éditorial qualitatif, ce qui permet notamment de capter la meilleure audience possible. Nous en venons maintenant à la création de la campagne display en tant que telle. Alors, sur cette partie, en fait, nous allons voir comment mettre en place de façon optimale votre première campagne display. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte? Comment lancer la campagne? En fait, je l'ai expliqué tout à l'heure, le display est aussi un dispositif de tout l'écosystème Google. Donc, vous avez le search et vous avez le display. Et dans le display, bien entendu, il y a plusieurs choses qui sont possibles techniquement. Nous allons voir aujourd'hui comment lancer une première campagne. Dans un premier temps, il est nécessaire peut-être de rappeler les deux options qui existent lorsque je souhaite lancer une campagne display. En fait, je peux lancer une campagne en display sélectif ou bien en display uniquement. Quelle est la différence entre les deux? La campagne display sélectif, en fait, s'adresse à deux types d'audience. L'audience de la recherche, donc le search de Google, et l'audience sur le réseau display, sur le réseau de contenu Google. Je l'ai expliqué sur les formations précédentes, donc sur les formations notamment découvertes d'AdWords, sur les formations sur le search. Le budget, en fait, se détermine au niveau de la campagne. Si j'ai 10 € de budget, eh bien c'est 10 € pour toute ma campagne. Ce qui revient à dire donc que si j'ai une campagne en display sélectif, mes 10 € de budget vont en fait aussi bien sur la recherche que sur la publicité par affichage. Donc, en fonction des volumes, en fonction de la demande, eh bien mon budget va essayer de se balader sur les deux. Donc je n'ai pas forcément la maîtrise en disant je mets X € sur le search et X € sur le display. Le budget va sur les deux. Est-ce un avantage? Est-ce un inconvénient? Rien n'est moins sûr. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que lorsque je veux faire une campagne display, j'ai le choix entre mixer cette campagne display avec du search ou tout simplement faire une campagne de display uniquement qui donc ne sera diffusée exclusivement que sur des sites qui sont partenaires de Google ou bien des emplacements qui diffusent de la publicité contextuelle. Donc je n'aurai pas ma publicité sur la recherche, en tout cas pour cette campagne. Une campagne display donc, lorsque je la lance en display sélectif, je suis à la fois sur les résultats de recherche, donc les pages de recherche résultats de Google, je suis sur le site web diffusant des annonces Google pertinentes,
je suis sur des vidéos, des applications, je suis sur Gmail, je suis sur YouTube, Blogger, Google Finance, Google Maps, etc. Donc, des millions d'emplacements pertinents, en plus de les pages de recherche. C'est la campagne display. Sélectif, bien entendu. La campagne de display sélectif, c'est le même message publicitaire qui se diffuse sur les deux, aussi bien sur le search que sur le display. Attention. Si j'ai des annonces textuelles, donc des annonces au format texte, du même type que les annonces que l'on peut retrouver sur le search, elles peuvent se diffuser sur les deux, aussi bien sur le search que sur le display. Mais les annonces graphiques, illustrées ou vidéos, ne se diffuseront que sur le réseau display. Gardons à l'esprit que je ne peux pas avoir une annonce publicitaire graphique qui va se diffuser après une recherche. Donc, si je fais une campagne display sélective, attention à avoir tous les formats possibles pour pouvoir avoir votre campagne un peu partout. Nous allons nous intéresser maintenant à la création d'une campagne display uniquement. J'ai convaincu mon client, il veut faire une campagne display et je lui dis, voilà, on va faire une campagne display uniquement. Donc, une campagne search peut-être à part, si c'est nécessaire, et une campagne display de l'autre côté, si c'est nécessaire. Google vous simplifie la tâche en vous proposant des fonctionnalités adaptées après que vous ayez déjà défini vos objectifs marketing. Alors, quel peut être l'objectif marketing d'une campagne display? Ça peut être le développement de la notoriété. J'ai un super produit, j'ai un super service, il n'est pas connu, je décide maintenant de faire une campagne display pour diffuser ma publicité auprès d'un public approprié afin qu'il découvre mon service ou bien mon produit. L'objectif peut aussi être de susciter l'intérêt. À ce niveau-là, je me dis, je veux amener mes clients potentiels à interagir avec mon contenu ou bien à visiter mon site web. L'idée, c'est de dire, voilà, je vais mettre des publicités interactives ou bien qui incitent au clic afin que ces personnes qui voient la publicité cliquent pour venir consulter mon contenu ou bien interagir avec soit une vidéo, donc lire une vidéo, regarder en tout cas une publicité sur YouTube, ça peut être l'interaction en tout cas, ou bien télécharger mon application si je viens de me lancer par exemple. Mais la publicité display peut aussi inciter à l'action, l'installation d'applications, l'interaction, l'appel vers mon entreprise, le déplacement physique vers mon établissement, le remplissage d'un formulaire, ou bien même en remarketing, en display, parce que le remarketing répond au display. Le remarketing, c'est cette technologie qui permet de faire revenir des internautes qui auraient déjà visité mon site internet. Donc, je peux décider de dire que des gens qui me connaissent déjà, je vais faire une campagne display en remarketing, c'est-à-dire leur afficher une publicité pendant qu'ils naviguent ailleurs afin qu'ils reviennent sur mon site internet. Donc, en fonction de mes intérêts marketing, de mes objectifs marketing, je décide en fait du type de campagne que je veux mettre en place et Google me propose des fonctionnalités qui, bien entendu, vont répondre en fait à ce type de besoin. Donc, aujourd'hui, sur l'interface AdWords, l'outil AdWords, l'outil de Google pour la publicité, essaie de vous simplifier la tâche dès lors que vous avez défini vos objectifs marketing au lancement d'une campagne. Nous allons voir ici un petit tutoriel sur la création d'une campagne display avec un objectif de branding. L'idée est de lancer ma campagne publicitaire à destination des internautes afin qu'ils connaissent davantage ma marque. Alors, je vais sur l'onglet campagne et je vais donc choisir en fait le type de campagne que je veux lancer. Est-ce qu'une campagne avec réseau display sélectif, donc une campagne sur les deux réseaux, ou bien est-ce une campagne avec du réseau display uniquement, une campagne donc destinée uniquement à des personnes qui sont sur le réseau display. Bien entendu, c'est mon objectif, comme on l'a dit ici, création d'une campagne display uniquement. Je vais donc choisir à partir de ce moment-là, en fait, un nom de campagne. Je donne un nom à ma campagne, c'est une campagne de branding. L'idée, c'est de faire découvrir mon produit ou bien mon service. Donc, je vais donner un nom à ma campagne. Je précise bien entendu l'objectif marketing. J'ai bien choisi un sous-type de campagne qui est une campagne uniquement. Et maintenant, je vais choisir en fait parmi les fonctionnalités que Google me propose. Je choisis de développer la notoriété. J'ai un objectif de branding. J'aurais très bien pu choisir de susciter l'intérêt ou bien d'inciter à l'action. Plusieurs options sont possibles. Mais étant donné que je veux me concentrer sur du branding, donc je veux faire connaître mon produit, je vais choisir en fait de développer la notoriété, c'est-à-dire
d'afficher tout simplement ma publicité auprès d'un public approprié. Je choisis la zone géographique où je veux voir ma publicité, la langue du navigateur des internautes qui veut voir ma publicité et une stratégie d'enchère. Alors, comment je veux payer? Est-ce que je veux payer au clic ou bien je veux payer pour 1000 impressions? Donc, je choisis la stratégie qui me convient. Je peux décider aussi de payer, par exemple, au CPA cible, si j'ai un objectif de conversion, par exemple. Encore faudrait-il que j'ai un historique suffisamment conséquent. Donc, je choisis le système d'enchère qui me convient le mieux. Ici, je vais choisir le CPC pour ne payer qu'au clic. Je définis un budget par jour. Et ensuite, j'ai la possibilité de définir aussi un calendrier de diffusion. Peut-être que ma publicité n'est pas intéressante tous les jours de la semaine ou bien n'est pas intéressante à certains moments de la journée. Je définis un calendrier. Et ensuite, je vais définir un système de rotation des annonces. Au moins, Google, si j'ai plusieurs annonces, va proposer des annonces les unes après les autres. Est-ce qu'il va les alterner? Est-ce qu'on va proposer de plus en plus des annonces les plus cliquées? Est-ce qu'on va proposer des annonces qui font le plus de conversions? Et je définis en fait ce système. Ensuite, j'ai la possibilité de définir un système de limitation des impressions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je limite la visibilité de ma publicité auprès des personnes, en fait. Si ces personnes ne cliquent pas, au bout d'un moment, elles ne voient plus ma publicité. Et je peux ensuite enregistrer. Et enfin, ma campagne, elle est active. Je peux décider de dire à partir de ce moment-là que ma campagne display est lancée. Ensuite, étant donné que je viens de configurer ma campagne display, je vais passer à la création d'un groupe d'annonces. Le groupe d'annonces, je le rappelle, me permet en fait d'héberger au sein de ma campagne des annonces, éventuellement des mots-clés si c'est intéressant pour une campagne display aussi. Je définis aussi mon enchère maximale, donc un CPC max. Je vais préciser aussi l'URL, donc la page destination vers laquelle je souhaite renvoyer les internautes de ce groupe d'annonces. Un groupe d'annonces va héberger des annonces et des mots-clés éventuellement, ou bien un système de ciblage. Et je choisis maintenant ma méthode de ciblage. Une fois que j'ai fait ce choix, Google va me mettre en avant en fait un estimatif et me donner en fait un volume d'impressions par semaine. Google me dit qu'avec cette méthode de ciblage, je peux m'attendre à avoir X impressions toutes les semaines. Et je choisis maintenant mon ciblage. Qu'est-ce qu'un ciblage? Alors, lorsqu'on fait de la publicité display, effectivement, on s'adresse à ces personnes qui, au-delà de la recherche, vont sur les sites partenaires à Google ou bien des sites qui appartiennent à Google et naviguent en fait pour soit lire du contenu, lire des vidéos, consulter du contenu, mais ne sont pas en tout cas en train de rechercher. Ce sont ces personnes qui sont susceptibles de voir ma publicité. Mais en fait, est-ce que toutes les personnes m'intéressent? En search, j'identifie la personne parce qu'elle a recherché. En display, comment je fais pour identifier la personne? Eh bien, il y a des options de ciblage. Ces options de ciblage, en fait, on peut les ajouter directement dans l'onglet display en cliquant sur le bouton rouge que vous voyez à l'écran, ciblage. Donc, dans l'onglet display, je vais cliquer sur ciblage et je vais choisir d'ajouter le ciblage, donc le profil d'internautes auprès desquels je souhaite diffuser ma publicité. Je sélectionne donc la campagne et le groupe d'annonces et je sélectionne le type de ciblage à ajouter. Alors, plusieurs choses sont possibles à ce niveau-là. Je peux choisir des mots-clés pour le réseau display. Je peux choisir de cibler des emplacements. Je peux choisir de cibler des thèmes, des centres d'intérêt et même des données démographiques. Alors, le ciblage contextuel, c'est le ciblage avec des mots-clés. Alors, comment il fonctionne ce ciblage? Je vais choisir en fait des mots-clés qui sont relatifs à mon contenu, relatifs à mon activité, ou bien relatifs à l'activité en tout cas que je souhaite promouvoir. Ce qui va se passer, c'est que le système AdWords va analyser le contenu des pages web qui sont partenaires du réseau Google et va identifier en fait un thème central proche de l'activité que j'ai mentionnée ou bien du thème que j'ai mentionné à travers mes mots-clés. Et à partir de ce moment-là, on va se dire que ce site internet est en relation avec votre contenu et votre publicité va être diffusée. Exemple. Je suis dans le secteur de l'assurance. Donc, assurance vie, assurance automobile, assurance habitation, assurance scolaire. C'est bientôt la période. Je décide de dire que je vais mettre en avant, en fait, ma publicité sur le réseau contextuel.
je veux que des internautes qui sont potentiellement intéressés par mon service voient ma publicité. Donc, je mets ces mots-clés que je viens de lister dans ma campagne display, dans mon groupe d'annonces. Et ma publicité sera diffusée sur des sites éditoriaux qui vont parler soit d'assurance, d'assurance vie, d'assurance habitation, qui vont parler d'assurance automobile. Ça peut être des blogs, ça peut être un article d'actualité. Ça pourra être en tout cas des sujets que les internautes vont lire et verront à côté de ma publicité. Donc, c'est le ciblage contextuel. Le système fonctionne de façon large, c'est-à-dire qu'un mot-clé choisi sera pris au sens large. Si je choisis le mot-clé voiture, tous les synonymes de voiture sont susceptibles de comporter en fait ma publicité, c'est-à-dire que je ne vais pas être uniquement sur des pages qui parlent de voitures, mais je peux être aussi sur des pages qui parlent d'automobile ou bien de certaines marques de voitures. Parce que Google fera en fait le ciblage contextuel de façon large. Donc les mots-clés que je mets dans une campagne display, je n'ai pas besoin de mettre un ciblage. Je le rappelle, nous avons vu cela dans les systèmes de correspondance des mots-clés dans les formations précédentes, qui sont les formations sur le search, où on a parlé du ciblage des mots-clés du système de correspondance. Donc les mots-clés que je mets dans ma campagne display sont toujours pris au sens large pour aller chercher en fait un ciblage contextuel. Le ciblage par emplacement. Alors ici, je n'ai pas besoin forcément de mots-clés. Je connais des emplacements, des sites web que le profil d'audience que je cible est susceptible de consulter. Exemple. Alors, je veux promouvoir les maillots de football de l'équipe, les maillots de l'équipe de football de France. Je suis un site de vente de vêtements sportifs et je m'adresse en fait à un profil d'audience qui peut être susceptible d'être intéressé par cela. Des fans de l'équipe de France qui veulent certainement acheter des maillots de foot en souvenir. Je peux donc décider de cibler des sites comme l'équipe qui, je le suppose, pendant les événements sportifs ou bien pendant les différents événements qui concernent l'équipe de France, mettront des contenus éditoriaux qui en parlent. Donc je cible ce site plutôt en me disant que les fans de l'équipe de France sont susceptibles d'aller regarder soit des commentaires ou des analyses ou des résultats de match ou bien des commentaires directement sur ce site et ils verront ma publicité. Donc je connais directement l'URL, je connais des sites populaires et je vais directement les choisir pour que ma publicité soit diffusée là-dessus. Je veux promouvoir un nouveau modèle d'une marque automobile. Je connais des sites en fait ou des blogs qui parlent régulièrement d'activités qui concernent l'automobile. Je vais donc directement mettre ma publicité sur ces sites internet-là afin que les internautes qui sont intéressés par ce contenu retrouvent mon contenu directement. On parle donc ici d'emplacement géré parce que vous les avez spécifiquement sélectionnés. Je connais les emplacements qui sont susceptibles d'intéresser ma cible et je vais directement mettre ma publicité là-dessus. Donc ma publicité ne se diffusera pas ailleurs, mais uniquement sur ces emplacements que j'ai choisis. Le ciblage par audience aussi existe. Qu'est-ce qu'une audience? C'est un groupe de personnes qui ont soit des comportements similaires, des centres d'intérêt similaires, un historique de navigation similaire, ou bien une zone géographique identique pour un groupe de personnes. Donc l'audience, ce n'est pas forcément des sites internet, encore moins des mots-clés. Je peux décider par exemple de cibler les femmes de 25 à 34 ans passionnées de mode qui habitent l'île de France. C'est un groupe de personnes bien défini. Donc quand je cible cette audience, ma publicité ne va pas forcément se diffuser sur des sites qui parlent de mode ou bien sur des sites qui parlent aux femmes. Ma publicité peut très bien aussi se diffuser sur des sites qui parlent d'autres thématiques, même si je cible des passionnés de mode. Mais étant donné que Google a identifié cette personne-là comme étant une personne passionnée de mode par son activité sur Internet, quand bien même cette personne ira sur un site qui parle de football, elle est susceptible de voir ma publicité. Parce que maintenant, je cible la personne, quel que soit le site Internet où cette personne ira. Elle verra ma publicité parce que c'est un profil d'audience que je cible. Donc, elle a montré un centre d'intérêt, elle a montré son intérêt pour tel sujet, elle est passionnée pour telle information, quel que soit l'emplacement. Si je décide par exemple de cibler que les femmes, quels que soient les sites Internet sur lesquels ces femmes iront, elles verront ma publicité. Donc, c'est le ciblage par audience. Bien entendu, on le verra dans des formations un peu plus avancées,
on peut faire un mix de ces ciblages. Donc, on peut combiner plusieurs ciblages pour avoir des résultats beaucoup plus concrets. Nous en venons maintenant au format d'annonce en display. Alors, en search, c'est beaucoup plus simple. On a le format textuel. Bien entendu, avec des extensions. On a aussi le format shopping qui répond peut-être pas forcément au search, mais qui apparaît dans les résultats de recherche. En display, c'est un peu plus complexe. Plusieurs choses sont possibles. Nous allons voir dans cette partie les différents formats d'annonces que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre contenu sur le réseau display de Google. Nous commençons par le format des annonces textuelles. C'est la version la plus simple. Très souvent, on me dit, voilà, je veux faire de la publicité display, mais je n'ai pas de graphisme, je n'ai pas de graphisme à disposition, je n'ai pas de connaissances sur les différents outils de création publicitaire, je ne sais pas en faire, comment je fais? Eh bien, commencez par les annonces textuelles, en fait. Ces mêmes annonces que vous avez sur le réseau de recherche peuvent aussi être diffusées sur le réseau display. C'est d'ailleurs un des formats qui engrange le plus maximum d'impressions possible. La plupart des sites partenaires n'acceptent pas forcément tous les formats graphiques, mais acceptent au moins le format textuel. Pensez au fait que le display, vous avez aussi le mobile compris. Utilisez des extensions qui réfléchissent, qui ont réfléchi en tout cas au préalable au mobile. Utilisez des textes courts, brefs et assez clairs pour les internautes qui sont sur le display. Ce n'est pas la même musique que le search. On ne va pas dire la même chose en message marketing à une personne qui recherche qu'à une personne qui découvre au travers de sa navigation. Donc, on garde à l'esprit que effectivement, c'est le même format, donc on peut dupliquer ces annonces en search sur le display, mais il est idéal, il est préférable en tout cas de rédiger en fait des annonces différentes. Dans la mesure où quelqu'un qui cherche une voiture, donc je vais directement taper la marque de la voiture et le nom, peut-être du fabricant, du concessionnaire, est différent de quelqu'un qui navigue sur un blog automobile et qui découvre en fait que telle marque de voiture vient de lancer telle gamme. Donc pensez-y lorsque vous rédigez vos annonces textuelles. Gardez à l'esprit aussi que les annonces textuelles évoluent. Donc, vous avez certainement déjà eu l'information. Le nombre de caractères change. C'est encore possible en ce moment, mais sous peu, vous n'aurez plus la possibilité de créer des annonces en fait de 25 caractères en titre, de 35 caractères sur chaque ligne de destination. Donc, le nouveau format, ce sera des annonces avec un titre de 30, deux titres de 30 plutôt, et une ligne de description de 80. Le nouveau format des annonces textuelles. Nous en venons à notre format d'annonce. Les bannières. Alors, c'est ce qu'on connaît traditionnellement. On parle de bannières, on parle de graphiques. Les annonces graphiques, en fait, les annonces illustrées, c'est souvent diffusé avec une image. C'est les mêmes règles que les annonces textuelles. Donc, en termes éditoriaux, il y a des choses que vous ne pouvez pas forcément rédiger. Mais il y a des exigences techniques assez claires, assez détaillées sur le site, notamment des règles Google. Donc, il y a des règles de taille, de format et de poids à respecter. Je vous invite bien entendu à contacter votre chargé de compte ou bien à aller directement sur le support et à vous renseigner sur les contraintes de taille et de format que j'essaie de résumer ici. Vous pouvez utiliser des annonces illustrées statiques, des annonces illustrées animées, des annonces en HTML5 et désormais les annonces Flash sont directement converties à HTML5. Vous ne pouvez plus utiliser des annonces Flash. Donc si vous les aviez précédemment, elles ont été converties en HTML5. Si vous ne les aviez plus, vous ne pouvez plus maintenant les importer lorsque vous voulez faire des annonces display. On garde donc à l'esprit que le format d'annonce avec les bannières est un format idéal en display. Pourquoi? Parce qu'on est en fait en mode découverte. Et la publicité, c'est de l'image d'abord. On n'est plus en mode recherche où je suis obligé de lire les résultats. Lorsque j'ai fait une recherche sur la page de résultats Google, je vais lire les résultats pour voir est-ce que ça répond à la question que j'ai posée ou bien à mon besoin. À la différence du réseau display où je navigue sur Internet et je suis un peu plus attiré par une bannière visuelle, donc une image, qui me parle avec un contenu adéquat, avec certainement un call to action, c'est-à-dire une incitation à réaliser une action. Découvrez nos produits, profitez de notre offre. Donc mettez plutôt un message qui incite à réaliser une action. Moins 50% sur notre collection spéciale rentrée scolaire.
profitez-en vite. Donc, je clique sur un bouton et j'arrive. C'est à vous d'imaginer en fait les scénarios qui permettent d'attirer l'attention sur les bannières publicitaires. Un ensemble de bonnes pratiques est recommandé par Google. Vous retrouverez aussi à ce niveau-là ces informations sur le support. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé de compte chez nous ou tout simplement à vous rapprocher du support pour voir en fait les différentes recommandations que Google fait à ce niveau-là, au niveau de la création en tout cas des bannières. Au sein des formats d'annonce, nous avons aussi la vidéo. Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'on parle de display, eh bien, la vidéo fait partie de l'inventaire du display. YouTube, qui est un site Google, appartient à l'écosystème du display. Bien entendu, vous pouvez faire une campagne spéciale YouTube, uniquement sur YouTube. Mais au sein de votre campagne display, vous pouvez aussi décider de dire que la vidéo fait partie de mon inventaire display. Pourquoi? Parce qu'en termes de vidéo, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez héberger un contenu vidéo sous le format TrueView InStream, donc une publicité qui va se diffuser dans le flux d'une autre vidéo, ou bien sur le format TrueView InDisplay, c'est-à-dire une publicité qui sera affichée à côté d'une vidéo et qui ne se déclenchera qu'au clic. Mais vous pouvez tout aussi bien héberger vos bannières textuelles ou bien vos bannières graphiques au sein d'une publicité vidéo ou au sein d'un contenu vidéo. Je regarde le résumé du match de foot d'hier, tout simplement, sur YouTube, et je vois en fait une publicité qui, en fonction des éléments de ciblage que nous avons vus tout à l'heure, s'adresse à mon profil. Donc, lorsque vous décidez de faire de la publicité sur Internet, avec le système Google, vous pouvez aussi bien cibler des emplacements vidéo, mais aussi diffuser un contenu vidéo. Vous pouvez créer des vidéos explicatives de votre produit, de votre service, et les diffuser sur YouTube. On garde à l'esprit que YouTube aujourd'hui, c'est le deuxième site le plus visité après Google en France. 81% des internautes français vont au moins une fois sur YouTube au cours de leur parcours de navigation. Donc, gardez à l'esprit que faire du display, il faut aussi songer à faire de la publicité sur YouTube. Bien entendu, nous aborderons YouTube un peu plus en détail sur des formations spécialement dédiées à ce support. Le mobile, élément tout aussi important de l'écosystème du display. Plusieurs emplacements peuvent comporter vos publicités mobiles. Nous avons aujourd'hui des appareils mobiles qui sont dotés de navigateurs Internet complets, les smartphones et les tablettes. Ces appareils peuvent donc héberger presque tous les formats publicitaires. Les annonces textuelles qu'on a vues tout à l'heure, les annonces illustrées comme on vient de le voir, et même des annonces qui font la promotion d'une application, c'est-à-dire un petit message publicitaire qui vous demande d'utiliser ou d'installer une application. Des annonces en HTML5 assez dynamiques peuvent aussi être créées à l'aide de Google Web Designer, qui est un outil de création automatique, et qui est un outil de création d'annonces, display, d'annonces illustrées, intégré au sein du système Google. Sur les smartphones et tablettes, les applications font partie de l'inventaire du display. Donc, vous pouvez avoir votre publicité aussi au sein des applications. Donc, vous pouvez avoir votre publicité sur les sites à travers le mobile, mais aussi au sein des applications. Donc, votre publicité peut être diffusée lorsque j'utilise une application. L'application est souvent partenaire de Google, et donc une partie des revenus publicitaires est reversée sous forme de dividendes à l'éditeur de cette application. Vous pouvez aussi utiliser des annonces qui permettent d'effectuer des appels avec la publicité sur le mobile. Donc, gardez à l'esprit que le mobile est une partie intégrale du display. Faire de la publicité sur le display aujourd'hui, c'est apparaître automatiquement sur les applications. Donc, dès lors que je décide de faire une publicité display, je suis automatiquement sur les applications. Bien entendu, il existe des solutions pour se couper des applications, que nous verrons plus en détail sur les formations mobiles, mais aussi sur la formation display avancée. Mais gardez à l'esprit en tout cas que lorsque je décide de faire de la publicité display, j'ai ma publicité automatiquement au sein des applications. Donc les applications font partie de l'écosystème, les applications mobiles font partie de l'écosystème display de Google. Nous allons voir maintenant comment créer une annonce en display. Alors, l'annonce textuelle fonctionne avec le même système qu'une annonce classique en search.
C'est le même fonctionnement. Un titre, deux lignes de description et une URL affichée. Ce sont des choses qui évoluent. À partir du mois d'octobre, donc fin octobre, vous ne pourrez plus créer que des annonces de 2 titres avec une ligne de description. Donc 2 titres de 30 et une ligne de description de 80. À date, vous pouvez encore créer des annonces avec un titre de 25 et 2 lignes de description de 35 et une URL affichée de 35 caractères. Au-delà de l'annonce textuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, le display accepte les annonces textuelles. Vous pouvez importer ou créer une annonce illustrée. Alors, je parle d'importation, mais aussi de création. Importer, donc une annonce existe. Donc, la bannière graphique existe. Vous allez l'importer directement sur Google. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas de graphiste à disposition, ou bien vous n'êtes pas talentueux sur les outils de création graphique comme moi, eh bien, Google vous donne maintenant la possibilité de créer une annonce illustrée. Alors, l'importation des annonces illustrées. Vous allez cliquer sur le bouton annonce au sein de votre campagne et vous allez directement au niveau de l'onglet annonce illustrée. À partir de ce moment-là, vous allez cliquer sur importer une annonce. Donc, en bas, sur le graphique à gauche, vous avez importer une annonce qui est un onglet en fait qui vous permet directement d'aller chercher soit sur le disque dur de votre ordinateur ou bien sur un serveur ou bien sur un support les contenus que votre graphiste a bien voulu mettre à votre disposition ou bien que vous avez eu le talent de pouvoir créer. Donc, vous allez ajouter les bannières disponibles, soit en une seule fois ou bien une à une. Donc, si vous avez plusieurs bannières, donc vous allez parcourir les fichiers sur votre ordinateur ou bien sur les supports de stockage et puis héberger directement votre publicité sur le système Google. Donc, ça, c'est la partie importation d'une annonce. Si vous êtes comme moi, et que vous ne savez pas du tout utiliser les outils de création graphique et qu'il vous faut maintenant créer une annonce. Alors ici, vous avez vu en bleu, tout à fait en bas sur l'écran de gauche, sur le visuel de gauche, importer une annonce. À côté, vous avez vu création d'une annonce. C'est cette partie que vous allez utiliser, création d'une annonce, et vous allez mettre directement, à partir de ce moment-là, l'URL, comme vous le voyez ici à l'écran, de la page dont vous souhaitez faire la promotion. Alors, je m'appelle Fnac, et je souhaite faire la promotion, en fait, d'une clé Google Chromecast. Donc, je mets l'URL de la page destination qui fait la promotion de ce produit directement au sein de l'interface. Le système Google va scanner la page destination et va donc me proposer des modèles d'annonce. Donc, des modèles de mise en forme d'annonce en ayant scanné la page. Je choisis le modèle qui me convient. Et une fois que j'ai choisi ce modèle, en fait, ici j'ai choisi par exemple le style illustré, j'ai la possibilité de personnaliser l'annonce en changeant les textes, les couleurs, le logo et même le lien. Le lien qui permet par exemple d'aller sur le site. Ici, Google avait automatiquement détecté le logo Fnac, a mis Google Chromecast, description c'était vide. Je remplace description par à partir de 42,92 €. Le bouton qui s'appelle Learn More, je le remplace par un bouton découvrir et j'essaie de recopier à peu près le même code couleur, d'avoir la même couleur entre le logo de la Fnac et à peu près le bouton découvrir pour rester dans la charte graphique. Bien entendu, je peux choisir un autre fond. Donc c'est un outil qui bien entendu ne remplacera pas les talents d'un graphiste. Mais si vous avez du mal comme moi à créer vous-même vos bannières, vous pouvez directement utiliser cet outil et vous avez quand même une annonce graphique qui peut être fonctionnelle que vous pouvez utiliser. Donc dès lors que vous avez aujourd'hui un client que vous voulez convaincre à se lancer sur le display, vous n'êtes plus maintenant bloqué par ce fameux discours qui consiste à dire « je n'ai pas de graphiste à disposition, je n'ai pas de bannière, je ne sais pas en créer ». Vous pouvez créer une annonce illustrée, tester celle-ci, qui bien entendu ne remplacera pas une image créée par un graphiste, bien entendu, ce sera toujours beaucoup plus qualitatif, mais c'est déjà un bon début. Ça vous permet de lui prouver l'importance du display ou bien l'efficacité de votre choix. Et une fois qu'il est convaincu, bien entendu, ce sera beaucoup plus simple de le convaincre de se lancer sur une campagne. Maintenant qu'on a vu ensemble comment créer ces bannières en display. Soit vous les faites importer si vous les avez déjà, ou bien vous les créez vous-même, ou tout simplement vous utilisez des annonces textuelles. Donc, on a tous les éléments pour lancer une campagne display. Une fois qu'elle est en ligne, que faut-il surveiller pour s'assurer qu'on va dans le bon sens?
En fait, les indicateurs du display ne peuvent pas être forcément les mêmes que les indicateurs du search. On ne s'adresse pas à la même audience, donc on n'a pas les mêmes objectifs. Bien entendu, les statistiques peuvent être similaires, mais il ne faudrait pas toujours les interpréter de la même façon. Pour vous aider à comprendre le display, je vous parle ici d'un outil qui s'appelle AdPlanner. Cet outil, en fait, au lancement de la campagne ou bien avant le lancement de la campagne, vous permet déjà de prédire à peu près ce que vous aurez comme performance. Donc, je veux me lancer en display, je ne sais pas quels emplacements ciblés, quel site internet ciblé, quel profil, quel type de campagne créer. Est-ce que ça va être en majorité sur du mobile ou bien sur des desktops? Est-ce que ça va être majoritairement des femmes que j'ai touchées ou des hommes? Je ne sais pas exactement parce que la création graphique, bien entendu, peut dépendre de cela. Je vais utiliser AdPlanner en lui fournissant des informations, soit de la page de destination ou bien des mots-clés. Et le système va automatiquement me proposer non seulement des catégories démographiques, des catégories d'audience, des types d'appareils à cibler, mais aussi des groupes d'annonces éventuellement et même des mots-clés qui pourraient être associés à ma campagne. AdPlanner m'aide donc à mettre en place une campagne display. Lorsque ma campagne display est donc lancée, je vais donc me concentrer sur des indicateurs qui me permettent de savoir si je suis dans le bon sens. Donc, si je vais sur l'onglet display directement, j'ai un récapitulatif qui se présente devant moi, avec les informations, bien entendu, pertinentes par rapport à ma campagne. Donc, je vérifie l'état de mes annonces. Est-ce que mes annonces sont diffusées? Parfois, vous avez des créations graphiques qui sont refusées parce qu'elles ne respectent pas les règles éditoriales, donc surveillez cela. Je peux voir la liste des emplacements, donc je vais sur l'onglet emplacement à ce niveau-là. Je vérifie la liste des sites internet qui ont diffusé ma publicité. Peut-être que je vais identifier un ou deux sites qui ne sont pas pertinents par rapport à mon activité et les exclure. Et vérifier lesquels de mes annonces obtiennent des impressions et des clics. J'ai la bannière bleue, j'ai la bannière verte. Les deux se diffusent. Mais peut-être que la bannière bleue attire plus de clics que la bannière verte. À partir de ce moment-là, je peux décider de la mettre en veille ou bien de mettre une enchère beaucoup plus élevée pour avoir des emplacements beaucoup plus pertinents. Donc, je surveille les performances de ma campagne display en allant régulièrement regarder en fait l'état de mes annonces, mais aussi les sites sur lesquels mes annonces sont diffusées. Pour vérifier l'état, donc je vais directement à l'onglet annonces et je vois les annonces qui sont proposées. Ici, j'ai des annonces qui affichent en fait des taux de diffusion de 0%. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais mis en veille le groupe d'annonces. Ce sont des erreurs qui arrivent fréquemment. On met en veille le groupe d'annonces, on met des annonces actives et puis elles ne se diffusent pas. Donc, on surveille régulièrement, est-ce que toutes mes annonces que j'ai créées en display, que j'ai voulu en tout cas mettre en ligne, sont bien visibles auprès du public que je cible. Je peux aussi vérifier les sites web, les vidéos ou les applications sur lesquelles mes annonces ont été diffusées, sur l'onglet emplacement. Alors ici, j'ai un annonceur en fait qui fait la promotion d'un contenu, qui fait la promotion plutôt d'une formation pour devenir agent immobilier. Alors, on regarde les statistiques, on s'aperçoit en fait qu'il a été diffusé sur les emplacements suivants. Le Bon Coin, Gmail, Paru Vendu, BibJob, calcul frais de notaire. Lorsqu'on regarde les statistiques, eh bien, en termes de dépenses, en fait, Gmail lui fait 996 € de dépenses. Suivi certainement de BibJob et du site Le Bon Coin. En termes de performance, en clic converti, Gmail lui fait 29 conversions. Donc 29 inscrits à la formation. Le Bon Coin lui en fait un seul. Pourquoi? On commence à se poser des questions. La réponse est très simple. En fait, le système propose automatiquement des emplacements pertinents par rapport à la formation immobilière. Donc, Le Bon Coin parlant très souvent de pages qui parlent d'annonces immobilières, on fait la liaison alors que ça n'a rien à voir en fait. C'est pour ça que je vous explique d'habitude que rien ne remplacera en fait l'intervention humaine dans la gestion des campagnes. Le système est automatisé et a identifié des emplacements comme étant pertinents. Mais tous les emplacements identifiés ne sont pas forcément pertinents à 100%. Paru Vendu parle d'immobilier, mais ne parle pas de formation immobilière. Le Bon Coin parle d'immobilier, mais ne parle pas forcément de formation immobilière. C'est la raison pour laquelle on a eu des impressions sur ces emplacements-là, sans pour autant générer des clics convertis. Donc, ce travail vous permet d'identifier en fait les emplacements qui sont rentables et les passer en géré. Donc, on a bien vu que c'est Gmail, je l'ai passé en emplacement géré. Et j'ai choisi un CPC beaucoup plus élevé parce que ça me rapporte beaucoup. Donc, pour avoir plus d'inscrits sur Gmail. Et les autres, en fait, qui me font des clics sans pour autant générer des conversions, je peux décider en fait de les mettre en veille. Donc, analyser les performances du display, c'est aussi surveiller
les emplacements sur lesquels ma publicité s'est diffusée. S'ils sont pertinents, je les garde. S'ils ne sont pas pertinents, eh bien, je m'en sépare. L'analyse des performances du display, c'est aussi regarder en termes publicitaires les wordings qui correspondent exactement à ma cible et qui attirent le plus de clics possible. Qu'est-ce qu'un wording? En fait, c'est un modèle de rédaction, un type de message, un type de contenu qui attire plus de clics que l'autre. Toutes mes annonces peuvent avoir le même taux de diffusion ou bien le même volume d'impression, mais n'attirent pas autant le même clic. Donc, je vais regarder au sein de mes annonces soit le visuel, soit la photo, soit le texte descriptif qui attire le plus de clics et puis essayer de modifier au fur et à mesure les annonces pour qu'elles ressemblent de plus en plus aux annonces qui sont les plus incitatives. Si bien entendu, mon objectif est de générer des clics sur mon site internet. Nous finissons par les optimisations élémentaires. Nous venons de voir ensemble les différents points qui me permettent de dire que je lance ma campagne. Je surveille les indicateurs qui me permettent de savoir que je suis dans le bon sens. Maintenant, je vais agir sur ma campagne pour que dès le début, dès les premiers chiffres, en fait, elle puisse être efficace. Première étape, l'exclusion des cibles non adaptées. Alors, les cibles non adaptées, on a vu tout à l'heure que ça pouvait être des emplacements, mais ça peut être aussi des mots-clés. Il peut y avoir des mots-clés qui donc génèrent de la visibilité sur les sites internet qui ne sont pas pertinents. Donc, je peux exclure un domaine, un sous-domaine, ou bien une page web spécifique. Donc, un site peut être intéressant, Le Bon Coin peut être intéressant, mais certaines catégories, certaines pages du site Le Bon Coin ne sont pas forcément intéressantes. Donc, je vais donc exclure ces sous-domaines ou bien ces pages web spécifiques de ma visibilité. Je n'ai pas les performances voulues, ce n'est pas forcément le budget. Je regarde d'abord, est-ce que je ne suis pas en train d'apparaître sur les sites internet où je suis en train de perdre en visibilité. Je vais donc les exclure au fur et à mesure et essayer de ne plus être visible sur ces emplacements-là. Ça peut être des mots-clés. Ces mots-clés vont générer de la visibilité sur les sites parce que, comme on l'a vu tout à l'heure en ciblage contextuel, Google associe des mots-clés à des contenus. N'étant pas convaincants, donc je vais essayer de les supprimer ou de les mettre en veille pour ne plus apparaître sur certains types de sites internet. En display, il faut aussi penser à ajouter des extensions d'annonces. Les extensions de lieu ou de numéro de téléphone peuvent être pertinentes. Ici, par exemple, un service de livraison de pizza propose en fait l'adresse pour permettre aux mobinotes de savoir que c'est à proximité, s'ils veulent se déplacer, mais propose aussi le numéro de téléphone en display. Donc, n'hésitez pas à utiliser des extensions d'annonces en display lorsque vous avez des annonces textuelles. C'est assez important, notamment pour le mobile. Pensez à créer tous les formats. Très souvent, on me dit, voilà, je vais créer une campagne display, j'ai fait créer une ou deux bannières par mon service de graphisme ou bien par les graphistes que j'ai à disposition, et puis je fais tourner ma campagne display. Eh bien, vous minimisez vos chances. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas tous les emplacements qui acceptent tous les formats. Il y a des sites internet qui, sur certaines pages, acceptent certains formats, sur d'autres pages, n'acceptent pas tous les formats. Donc, si vous voulez multiplier vos chances, utilisez le maximum de formats qui existent. Comme ça, vous aurez plus de chances face à un concurrent qui, lui, n'aurait pas créé toutes les tailles de bannières disponibles ou bien toutes les tailles de bannières autorisées ou recommandées par Google. Donc, maximisez vos chances en créant des bannières sous tous les formats possibles. Donc, dès lors que vous allez cibler des emplacements, si ce format n'est pas accepté, eh bien, vous avez forcément un des formats qui est accepté par ce site internet-là, qui est disponible dans le lot de formats que vous avez créé. Donc, pensez à utiliser tous les formats disponibles pour avoir un peu plus de portée pour votre campagne display. Mixez aussi les types de ciblage. Alors, qu'est-ce qu'un mix de ciblage? Je décide de cibler l'emplacement lemonde.fr. Le thème sport avec le mot-clé Coupe du Monde. Donc, j'ai mis plusieurs ciblages. J'ai combiné un ciblage d'emplacement. Je m'adresse au site lemonde.fr. Le thème, c'est le sport. Et le mot-clé, c'est Coupe du Monde. Ma publicité ne sera diffusée qu'à condition que l'internaute soit sur le site lemonde.fr, sur la thématique sport et d'une page qui parle de Coupe du Monde. Si la page parle de Coupe du Monde alors qu'on est sur une thématique finance ou bien sur une thématique événement, qui n'est pas forcément sportif, je n'aurai pas forcément ma publicité là-dessus. Donc, il faudrait que toutes les options de ciblage que j'ai choisies soient combinées pour que ma publicité apparaisse. Les internautes qui vont sur le site lemonde.fr peuvent être intéressés par la rubrique technologie uniquement.
Donc, s'ils sont sur la rubrique technologie, je ne propose pas ma publicité. Je suis peut-être un site qui propose des chaussures de foot ou bien des crampons de football en vente en ligne. Donc, je ne m'adresse qu'à un profil d'audience qui peut-être est intéressé par ce type de produit. Je ne vais pas me mettre sur la rubrique technologie, je ne serai pas non plus sur la rubrique finance, encore moins sur la rubrique société, mais uniquement sur la rubrique sportive, et à condition qu'on parle bien entendu de Coupe du Monde, de football par exemple, sur ce rubrique. Attention non plus à ne pas trop restreindre le ciblage, parce que si vous voulez vous adresser aux jeunes âgés de 18 à 24 ans qui sont passionnés de foot, qui habitent Marseille et qui sont fans de l'Olympique de Marseille, qui sont sur le site l'équipe.fr, au bout d'un moment, eh bien, vous avez 3 jeunes dans cette liste d'audience. Et pour que le display fonctionne, il vous faut un certain nombre d'audiences. Il vous faut au minimum une audience qui va aux alentours de 1000 pour 1000 cookies, notamment pour le display en recherche, la publicité en tout cas de remarketing en recherche. Par exemple, si vous faites du remarketing, il vous faut aussi une audience qui va faire aussi à peu près 100 en remarketing pour le display. Et si vous n'avez pas beaucoup de personnes en emploi sur votre liste que vous ciblez, sur votre audience que vous ciblez, eh bien, vous n'aurez pas beaucoup de personnes ciblées. Donc, dès lors que vous allez faire votre mix de ciblage, Google va vous donner le nombre d'impressions approximatif auquel vous pouvez vous attendre. Donc, ne soyez pas trop restrictif. Le risque, c'est que vous prenez, c'est que si vous êtes trop restrictif, eh bien, vous n'avez pas grand monde au sein de votre audience. Lorsque vous créez des annonces aussi en display, pensez au mobile. Mettez un call to action qui parle au mobile. Les personnes qui sont sur le mobile vont se dire, eh bien, ce message publicitaire, avec le développement du mobile, s'adresse à moi. Donc, affichez la marque dans le titre ou le descriptif, rédigez des annonces très courtes, très descriptives et très brèves. On est sur le mobile, pensez à tester plusieurs accroches. Peut-être que le fait de dire découvrez attire plus de clics, ou bien le fait de dire profitez-en vite attire plus de clics. À vous de tester des accroches différentes. Comme il n'y a pas de limite, testez plusieurs annonces et vérifiez peut-être l'annonce qui fait le plus de clics possible sur le mobile. Merci à tout le monde. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. N'hésitez pas à continuer à vous former à travers le site de formation réservé aux agences Google Partners. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos de formation. Merci de nous avoir suivis encore une fois et à très bientôt. Au revoir.